Ce 3e épisode est le format solo de mon podcast. Le principe dans les épisodes solo est de creuser un sujet en particulier, en fonction des demandes, de l'actualité ou des sujets qui me tiennent à cœur. Aujourd'hui, je vous parle de la crise suicidaire. Pour vous donner une définition, il s'agit d'une crise psychique dont le risque majeur est le suicide. Une période de grande vulnérabilité avec une insuffisance des moyens de défense face à la souffrance. La crise suicidaire suit une trajectoire à partir d'un sentiment d'échec ou d'impuissance, avec une impossibilité d'entrevoir une issue. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il s'agit d'une crise. Et en cas de crise, la priorité est de sortir de la crise. C'est ce que cible ce 3e épisode. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Parfois tu auras affaire à moi toute seule ou à d'autres moments à mes invités, qui seront tantôt des experts dans leur domaine, tantôt des personnes qui viendront témoigner de leur vécu afin de partager tout ce qu'elles ont traversé. Bonne écoute! Le suicide est perçu et jugé différemment selon les époques et les lieux géographiques. Des facteurs comme le contexte économique, le contexte religieux ou culturel entrent en jeu. Par exemple, en Europe, durant l'Antiquité, il était considéré comme un acte de bravoure. Mais, en revanche, il était fortement condamné au Moyen-Âge. Vous avez certainement déjà entendu parler du concept japonais de seppuku. Aux Pays-Bas, le suicide médicalement assisté est légal depuis 2002. La France est l'un des pays d'Europe qui présente le plus grand nombre de suicides. Environ 9000 par an et plus de 200 000 tentatives. C'est la première cause de mortalité chez les 25-34 ans. Et c'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, juste après les accidents de la route. 50% des hospitalisations en urgence résultent d'un acte suicidaire. Il s'agit donc d'une importante question de santé publique. Dans cet épisode, je ne vais pas développer la question du comportement suicidaire, ni des conséquences du suicide d'un proche par exemple. Ces sujets feront l'objet d'une publication ultérieure si ça vous intéresse. Dans cet épisode numéro 3, je vais plutôt focaliser sur ce qu'on appelle la crise suicidaire et ce qu'on peut mettre en place pour calmer cette crise. Les médias jouent un rôle très important. Par exemple, la médiatisation de la mort de Marilyn Monroe ou celle de Kurt Cobain avait provoqué une vague de suicides. Cela s'appelle l'effet Werther. À l'origine, ce terme remonte à la fin du XVIIIe siècle, au moment où en Allemagne, Goethe avait publié un ouvrage intitulé « Les souffrances du jeune Werther ». Dans ce roman, le héros mettait fin à ses jours suite à une déception amoureuse. Dans les mois qui ont suivi, l'Allemagne a connu une vague de suicides chez les jeunes hommes. C'est ça l'effet Werther. Mais il existe un effet inverse que les médias peuvent véhiculer. C'est l'effet Papageno. C'est un effet positif et préventif lorsque une information est proposée de manière responsable sur le suicide. C'est ce qui s'est passé par exemple lors de la diffusion de la série 13 Reasons Why. Le nombre de suicides chez les jeunes Américains avait commencé à augmenter. La société de diffusion a alors décidé de débuter chaque épisode avec un message de prévention. À ce moment-là, la courbe du nombre de suicides s'est très vite inversée. Maintenant, je vais vous expliquer comment dépister les risques. Pour cela, vous pouvez utiliser l'échelle RUD. R pour risque, U pour urgence et D pour dangerosité. Je vais détailler un petit peu tout ça. D'abord, les facteurs de risque. Ce sont les antécédents personnels, en particulier s'il y a eu des tentatives de suicide antérieures. L'hérédité, les traumas d'enfance, l'impulsivité, l'agressivité, certains troubles psychiques, en particulier tous les troubles dépressifs et surtout la dépression, certains troubles somatiques, en particulier les douleurs chroniques, et enfin un stress récent, par exemple une rupture, une grosse baisse dans les finances, une transition de vie importante. Ça, ce sont les facteurs de risque. Maintenant, pour les facteurs d'urgence, c'est-à-dire le degré d'avancement du scénario suicidaire. L'urgence est faible
lorsque la personne communique bien, lorsqu'elle n'a pas de scénario, lorsqu'elle pense à l'avenir. En revanche, l'urgence est forte lorsque la personne a des changements de comportement, a un scénario clair, a une possibilité de passer à l'acte dans un court délai et à planifier le passage à l'acte. Ça, ce sont les facteurs d'urgence. Et puis pour finir, il y a la dangerosité. C'est la létalité du moyen envisagé et l'accès que la personne a à ce moyen. Si des facteurs de risque, d'urgence et de dangerosité sont présents, alors une évaluation clinique est justifiée. Je vais vous donner une autre échelle qui sert à évaluer les facteurs aggravants. Vous pouvez vous référer à l'échelle SAD Persons. SAD, sexe masculin, âge élevé et dépression. Persons, s'il y a eu des précédentes tentatives de suicide, l'excès d'alcool ou de substances, la rationalité perdue, un soutien social manquant, l'organisation d'un plan, non-couple, c'est-à-dire si la personne est seule, et enfin le soma, s'il y a des problèmes de santé ou des douleurs. Ça, ce sont pour les facteurs aggravants. Il existe à l'inverse des facteurs aidants. Par exemple, la spiritualité, si la personne a une religion ou des croyances. Le soutien social est très important également. Si la personne fait partie d'une association, d'un club, est entourée de beaucoup d'amis, c'est un facteur aidant. La capacité de résilience, donc ça, c'est vraiment le caractère de la personne en elle-même. Et puis, s'il y a une grossesse ou que la personne a des enfants. Je vais maintenant vous exposer les signes d'alerte à court terme. Là, vous allez analyser le discours, le comportement et les émotions de la personne. Les facteurs qui peuvent vous alerter dans le discours sont si vous détectez dans les propos de la personne du désespoir, de la culpabilité, un sentiment d'humiliation, des douleurs morales ou que la personne fait des références à la mort. Dans le comportement, ce qui peut vous alerter, ce sont les conduites à risque, la consommation de substances, l'agitation, le refus de traitement, et puis les perturbations de sommeil. Alors attention, ça marche dans les deux sens. Ça peut être si la personne a du mal à s'endormir ou au contraire si elle dort plus que d'habitude. Et enfin, ce que vous pouvez détecter dans les émotions, ce sont par exemple des émotions de tristesse, d'anxiété ou une irritabilité inhabituelle. Maintenant, lorsque vous êtes face à une personne chez qui vous avez détecté tous ces signes, comment réagir ? Que faire si vous soupçonnez qu'une personne de votre entourage traverse une crise suicidaire ? Pour cela, je vais vous donner le détail d'une procédure à mettre en place en 8 étapes. Première étape, établir le contact. Vous pouvez venir tout simplement demander à la personne « Tu n'es pas comme d'habitude, que t'arrive-t-il ?» Voilà, venir montrer que vous avez détecté des changements chez elle et que vous vous intéressez, que vous venez lui demander de ses nouvelles. Deuxième étape, une fois que le contact est établi, nommer les émotions pour que la personne identifie ce qu'elle ressent. Par exemple, tristesse, colère, culpabilité, humiliation. Troisième étape, vous utilisez l'échelle RUD, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour évaluer le risque. Alors ça, vous ne le verbalisez pas, c'est ce que vous allez faire dans votre tête. Vous allez utiliser la discussion, les éléments qui sont en votre possession, pour évaluer le risque, l'urgence, la dangerosité. Je vous donne des exemples. Pour l'urgence, si l'heure, le jour, le moyen ont été décidés, à ce moment-là, la personne, vous allez voir, se confie facilement parce qu'elle a trouvé sa solution et elle ressent une sorte de libération. Alors, elle peut employer des phrases comme « Je sais que ça va s'arranger »,« Je vais moins vous embêter »,« Vous pourrez prier pour moi »,« Vous aurez un peu d'argent bientôt »,« Ça va mieux parce que j'arrête ». Voilà, ce genre de phrases, ça peut montrer que la personne, elle vit un certain soulagement parce qu'elle a planifié sa solution. Pour la dangerosité, c'est si la personne a des moyens létaux à sa disposition qu'il faut lui enlever. Mais attention à ne pas le faire trop brutalement ni trop vite. Agissez avec des moyens plus humains. Quatrième étape, identifier l'événement déclencheur principal. C'est ce qu'on appelle le facteur précipitant. Là, par exemple, il s'agit d'une rupture, d'un licenciement, d'un moment difficile, d'un changement brutal dans la vie de la personne. Cinquième étape, formuler, verbaliser la crise.
C'est-à-dire que vous allez reprendre en disant à la personne « Alors si j'ai bien compris, il s'est passé ceci, cela. Tes sentiments sont blablabla. Ton sommeil est perturbé ou ton alimentation est comme ci, comme ça. Tu as des idées noires telles que blablabla. Et surtout, on peut verbaliser clairement la question « As-tu pensé au suicide ?» Alors, vous pouvez le dire avec un peu plus de tact, mais en tout cas, n'hésitez pas à poser clairement la question. Ça ne va en rien influencer les projets de la personne. Ce n'est pas en posant la question à quelqu'un « Est-ce que tu as déjà pensé au suicide ?» ou « Est-ce que tu as déjà pensé à une solution radicale ?» que ça va lui donner l'idée. Ce n'est pas une idée qui va venir de l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'on parle à quelqu'un du suicide qu'il va se dire tout d'un coup « Ah bah oui, tiens, je vais me suicider, j'y avais pas pensé. » 6e étape, briser l'isolement. Alors, il faut réfléchir à qui peut rester avec la personne. Vraiment rester en sa compagnie. Pensez aussi aux paroles que vous pouvez offrir pour l'aider. Rappelez les personnes importantes. Les personnes qui sont importantes pour lui, pour elle. Ça peut être des personnes vivantes ou également des personnes décédées. Que penserait telle ou telle personne, etc. On peut mettre la personne en sécurité, c'est-à-dire enlever les moyens létaux, ne pas la laisser rentrer seule chez elle, par exemple. 7e étape, bloquer les fenêtres, jeter les médicaments ou en tout cas les mettre dans un endroit inatteignable, éloigner les armes, etc. Et puis 8e étape, préparer l'après-crise, c'est-à-dire ne pas abandonner la personne. Vous pouvez par exemple lui donner des référents, des proches qu'elle peut appeler, des numéros d'urgence, des spécialistes en santé mentale. Et puis ensuite, ne pas persécuter la personne, mais plutôt lui proposer des activités agréables. Vous pouvez résumer cette méthode avec un moyen mnémotechnique, QPR, questionner, persuader, référer. Donc je vous rappelle un petit peu chaque étape. Questionner, c'est demander à la personne si elle est en dépression ou a des symptômes dépressifs. Est-ce qu'elle est suivie? Est-ce qu'elle a des idées de mort? Est-ce qu'elle prend des médicaments? Et puis, oser parler de suicide, cela n'influence pas, ça ne va pas lui donner des idées. Persuader, ça va être le moment où vous dialoguez pour comprendre la situation et puis où vous montrez que vous reconnaissez sa souffrance. Là, on ne vous demande pas de donner des solutions ou de proposer, vous, une analyse, mais vraiment de montrer que vous reconnaissez simplement sa souffrance, qu'elle est légitime. Rassurer la personne, lui montrer votre soutien. Et puis enfin, référer, c'est accompagner si vous êtes un professionnel de santé mentale ou bien demander de l'aide à des organismes spécialisés. Et puis dans la partie référée, vous pouvez aussi penser à retirer, comme on disait tout à l'heure, retirer les moyens létaux. Évidemment, tous ces conseils et toutes ces étapes sont à mettre en place avec tact et puis à adapter selon votre degré de familiarité et d'intimité avec la personne. Vous n'allez pas utiliser le même vocabulaire avec un ou une collègue qu'avec un parent ou votre meilleur ami, évidemment. Montrez que vous êtes attentif ou attentive, que vous avez décelé le mal-être de la personne, que vous êtes disponible pour l'écouter et pour l'aider, et puis osez parler de suicide si vous avez un soupçon. Cela ne risque pas de donner des idées. Au pire, la personne vous enverra balader, au mieux, elle se sentira comprise et pourra s'ouvrir à vous. Et vous qui écoutez cet épisode, si quelqu'un proche de vous ou vous-même traversez une crise suicidaire, sachez qu'il existe des méthodes très efficaces pour sortir de ce moment de crise. Notamment grâce aux thérapies cognitivo-comportementales, avec des méthodes comme les thérapies d'acceptation et d'engagement. Certains numéros d'urgence sont à disposition avec du personnel qualifié. Vous trouverez tous les numéros et moyens de contact sur le site infosuicide.org. Je le mettrai dans les notes. Certains numéros d'urgence sont réservés à des catégories précises, comme par exemple les agriculteurs, les personnes LGBTQIA+, les personnes sourdes. Là, les réponses seront précises, adaptées aux besoins spécifiques. Vous pouvez aussi appeler votre médecin traitant ou un professionnel en santé mentale près de chez vous. Il existe aussi des services d'urgence psychiatrique dans de nombreux hôpitaux, même si tous ne sont pas très faciles d'accès à l'heure actuelle. Enfin, si vous souhaitez vous former pour devenir sentinelle ou intervenant de crise en prévention du suicide, vous pouvez vous former auprès de divers organismes. Vous trouverez les informations sur le site santé.gouv dans la rubrique Prévention en santé mentale. Cet épisode n'est pas exhaustif
mais a pour vocation de partager les grandes étapes importantes pour détecter et apaiser la crise suicidaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les partager en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager, enfin à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!